messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Libération ce jeudi de l'une des personnes enlevées dimanche dernier à Gantier. Les religieux sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs qui exigent une rançon en échange de leur libération. La police nationale dément avoir fait usage de gaz lacrymogène à l'intérieur de l'église Saint-Pierre lors de la célébration de la messe pour exiger la libération des religieux. La plateforme Religion pour la paix est amputée d'un de ses membres. Le révérend pasteur Clément Joseph, secrétaire général de cette structure, a démissionné de son poste. Dimanche dernier, 7 religieux étaient enlevés par des bandits et depuis une forte rançon est réclamée pour leur libération. On n'a pas beaucoup de nouvelles d'eux, sauf qu'aujourd'hui, on a appris que l'une des personnes kidnappées, qui est la mère du prêtre dont ils allaient fêter l'installation comme curé, a été libérée. C'était une personne malade et elle aurait été libérée. Pour faire le point sur cette douloureuse question, nous avons avec nous en visioconférence le père Stevenson Montinard. Bonsoir, père Montinard. Bonsoir à vous. Bien, alors, est-ce que c'est confirmé que la maman du père Enel a été libérée? Oui, depuis quelques jours, nous sommes nous portons une souffrance et nous avons eu cette première bonne nouvelle. Ce n'est pas la seule qu'on attend d'ailleurs. Nous avons eu cette première bonne nouvelle. Il s'agit de la libération de la mère du père Enel Joseph. Très bien. Mercredi dernier, le père Marc-Henri Siméon, qui était notre invité, nous avait également signalé que l'un des prêtres kidnappés souffrait de diabète et qu'il fallait qu'il prenne ses médicaments tous les jours. Et apparemment, vous êtes sans nouvelles de lui et vous êtes sans nouvelles des autres également. Alors, nous sommes sans nouvelles, nous n'avons pas les nouvelles de nos otages. Effectivement, il y a parmi les 10 personnes une dame libérée, il me reste 9 personnes, et dont 5 prêtres. Alors, parmi les prêtres, il y a plutôt 2 prêtres qui sont insuline dépendants, qui ont besoin de leur insuline 2 fois par jour, minimum. Et il y a un père qui s'appelle le père Evan Joseph, c'est de lui que le père Marc-Henri parle. Et ce prêtre, lorsqu'il met quelque chose dans la bouche, il a besoin avant tout de prendre l'insuline. C'est vrai que nous sommes dans une situation extrêmement complexe parce que ce sont des personnes très vulnérables, très fragiles, qui sont d'une certaine manière maltraités, non pas physiquement, avec des coups, mais qui se retrouvent dans des situations extrêmes, qui dorment par terre, qui dorment dans le bois, et ils ne sont pas dans une maison, c'est bien à signaler, et qui sont en grande souffrance. Et je pense que c'est de cette souffrance-là dont nous parlons aujourd'hui, pour dire que nous avons besoin de manière extrêmement urgente leur libération, parce que sinon ils pourront en sortir très très marqués par cette situation dramatique. Père Montinard, par quel canal, par quelle voie recevez-vous des nouvelles des otages? Vous pouvez reformuler pour moi, s'il vous plaît? Oui, je vous demande par quel canal, par quelle voie recevez-vous des nouvelles des otages? Par exemple, comment avez-vous su... Comment avez-vous su qu'il n'était pas dans une maison, qu'il dormait dans les bois, etc.? Ah, justement, nous avons eu ces informations grâce à la libération de la mère du père Enel. Donc, c'est elle qui, aujourd'hui, nous permet d'avoir un état des lieux de la question, de là où ils sont, et c'est elle qui nous donne maintenant les vraies informations que nous attendions, à savoir comment ils sont,
comment ils mangent, comment ils dorment, et c'est à partir de là que je peux vous confirmer leur situation de vie là-bas. Très bien, très bien. Maintenant, la maman du père vous a donné des nouvelles de tout le monde, en particulier de ces deux prêtres qui sont insulinodépendants, et ça, c'est extrêmement grave. Quand on arrête de prendre l'insuline, on est en danger de mort, c'est évident. Mais dans l'ensemble, comment vont les différents otages? Parce qu'il y a aussi de bonnes sœurs avec eux. Dans l'ensemble, alors les deux sœurs religieuses sont aussi très âgées. Il s'agit des personnes qui ont entre 75 et 85 ans. Donc ce sont aussi des personnes par leur âge qui sont aussi en grande vulnérabilité et fragilité. Nous avons aussi le père Hugues Baptiste, qui lui, un prêtre, on dit en bonne santé, mais qui, je pense, vu sa situation, sa condition de détention, se trouve aussi en difficulté. Nous avons aussi le père Jean-Nicolas Millien. Dans l'ensemble, d'après ce qu'elle nous a dit, c'est que les personnes qui sont en otage arrivent à vivre d'une manière où ils partagent, où ils discutent, et parfois ils donnent des blagues entre eux. C'est une manière de construire une communauté pour se soutenir entre eux. Mais ça, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Déjà, lorsqu'on est kidnappé, on est privé de liberté, on est privé d'une certaine manière de dignité. Et lorsque on demande une rançon pour retrouver la liberté de vivre, pour retrouver une qualité de vie, et là, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est pour ça que je profite de cet instant pour non pas condamner ce qui arrive à ces 10 personnes, mais à toutes les personnes qui aujourd'hui sont séquestrées, toutes les personnes qui sont touchées par cette situation de dégénérescence sociale. Et je me fais volontiers porte-voix de l'ensemble de ces personnes qui sont victimes et qui ont été victimes, et pour pouvoir insuffler une prise de conscience dans l'ensemble de la société haïtienne, une prise de conscience individuelle et collective, pour redresser la pente en disant non pas rester dans un processus de déshumanisation, mais voir comment ensemble nous pourrons faire en sorte que nous reprenons un autre processus, celui de l'humanisation des Haïtiens et Haïtiennes, pour que nous arrivions à construire ensemble une qualité de vie acceptable pour tous. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les 5 prêtres, les 2 religieuses et les 3 autres personnes qui sont séquestrées. Nous le comprenons bien, c'est l'ensemble du pays, c'est Haïti qui est séquestré, et nous avons tous une responsabilité, je pense, de faire quelque chose, de transmettre quelque chose pour que cela change, en commençant bien sûr par l'institution dans laquelle je me trouve, l'institution dont je fais partie, mais aussi l'ensemble des forces vives du pays, pour que nous puissions ensemble arriver à faire quelque chose pour redresser là-bas et mettre ce pays sur une voie d'un regard nouveau permettant à chacun de vivre dignement dans ce pays cher à nous. J'imagine, Père Montinard, que c'est avec satisfaction que vous avez vu comment l'appel de l'Église catholique à marquer une journée de ville morte a été suivi par les transports, par le commerce, par l'industrie. Enfin, tout le monde a respecté. Hier, Port-au-Prince était vraiment une ville morte. À l'appel de l'Église, ça a dû être une satisfaction pour vous quand même. Justement, c'est cette satisfaction qui me pousse à dire aujourd'hui qu'il va falloir que l'Église fasse plus. Il va falloir que nous posons d'autres actes permettant à l'ensemble du pays de se mettre en mouvement, de se mettre en chemin, de se mettre en route pour construire du nouveau, pour construire du neuf, et pour construire du nouveau et du neuf ensemble, et surtout pour prendre en charge ce bien commun que nous avons, le pays, et ce bien commun que nous formons, la communauté haïtienne, pour prendre soin de ce bien commun, et non pas pour écarter personne, mais pour pouvoir à la fois soigner, guérir, éduquer, et pourquoi pas arriver à construire le pays, un pays qui porte bien son nom, c'est-à-dire ordonné, structuré, organisé, où chacun puisse s'épanouir et vivre d'une manière digne.
C'est Donc, une l'Église, noble... effectivement, est capable de faire plus et d'aller plus loin. C'est une noble ambition, Père Montinard, en tous les cas, comme on dit parfois, que le ciel vous entende. Que le ciel nous entende, mais je dirais d'abord que les raisons de ce pays nous entendent, que chaque Haïtien nous entende, que ce soit ceux qui sont en responsabilité, en situation de décision, ou ceux qui sont en situation de désespoir, que les raisons de ce pays nous entendent et que les raisons convergent pour que nous pouvons arriver à faire quelque chose qui fait sourire le ciel. Parfait. Eh bien, merci, Père Montinard. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et de nous avoir apporté au moins une bonne nouvelle, confirmé une bonne nouvelle aujourd'hui. Pour les autres kidnappés, toujours rien de nouveau, rien de certain. Enfin, nous souhaitons qu'ils puissent tenir le coup. Je pense en particulier à ces deux prêtres insulinodépendants et à ces deux chères sœurs de 75 et 85 ans. Ça doit être extrêmement pénible pour eux. Nous espérons vraiment qu'ils obtiendront leur libération ce soir, dès ce soir, parce que nous savons que nos paroles, nous savons que la mobilisation de tous peut toucher les consciences et particulièrement la conscience de ceux qui kidnappent, de ceux qui maltraitent, de ceux qui séquestrent. Merci beaucoup, merci Père Montinard, bonne fin de journée. Merci à vous, c'est un honneur, au revoir. Voilà, c'était le Père Stevenson Montinard qui nous donnait des nouvelles des kidnappés, des 10 personnes kidnappées, dont 7 religieux, et avec la bonne nouvelle de la libération de l'une d'entre elles aujourd'hui, une personne âgée et dont la santé était fragile. La police nationale dément les allégations selon lesquelles elle aurait fait usage de gaz lacrymogène à l'intérieur de l'église Saint-Pierre de Pétionville au moment où le clergé catholique célébrait une messe pour les religieux kidnappés dans la zone de Gantier. Les policiers de cette juridiction ont réagi aux actes de vandalisme perpétrés par des activistes qui perturbaient le déroulement de la messe, provoquaient les forces de l'ordre et incendiaient un véhicule en stationnement devant la mairie de la ville. Donc, la police signalé ça déjà, pas de gain ça du tout. À aucun moment, la police nationale n'a pas tiré gaz dans l'église Saint-Pierre, Pétionville, pendant messe tape chanté pour moun qui victime kidnapping dans la zone de Gantier. Les responsabilités de la police essaient d'assurer plus de sécurité dans l'environnement. Il y a un activiste qui t'a intimidé la police jusqu'à ce qu'il arrive bouler une machine. C'est alors que la police est intervenue pour rétablir l'ordre. Maintenant, vent fait que il y a un centre gaz qui entre dans l'église là et activistes ont profité ou même encore fait des accusations comme quoi c'est la police qui t'a tiré gaz. En tout cas, nous déplorons incident ça et le gouvernement continuellement des populations ont été tête frette le gain un type de situation ça leur bricourir sur les réseaux sociaux pour pas courir quoi pas avant que autorité yo ba explication claire sur ça qui passé. Donc en aucun cas, à aucun moment la police pas tiré gaz dans l'église Saint-Pierre Pétionville. Des citoyens issus de différentes catégories sociales et des organisations sociopolitiques ont marché dans les rues de la capitale ce vendredi pour exiger que justice soit rendue à la population du Bel-Air, victime du drame enregistré au cours de la semaine pascale. Des personnes interrogées ont exprimé leur frustration par rapport à ces actes de violence qui ont fait plusieurs morts, des blessés et des disparus. Ils expriment leur désaccord vis-à-vis du pouvoir en place qui, selon eux, ne fait rien pour soulager les habitants de cette zone. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Ils ne sont pas nombreux, mais paraissent déterminés à faire passer leurs revendications. Des citoyens issus de différentes organisations sociopolitiques qui se déplacent au rythme de la musique,
ne cachent pas leur mécontentement concernant l'insécurité qui touche notamment la zone du Bel-Air. Je dis à cette femme solidarité Mamoun Bel-Air, massacre qui fait Bel-Air, son massacre d'État, Jovenel, PHTK, Moun Bel-Air a souffert. Et pas pour ces raisons, nous disons massacre, li pour Moun Bel-Air, li pour Moun Tokyo, li pour Moun La Saline, li pour Moun Delmade, je dis li pour Moun Namaya, côté, yo pas qu'à vivre, yo pas qu'à loisir. Des jeunes professionnels, des militants entre autres, s'unissent sous un soleil de plomb pour tirer la sonnette d'alarme et demander aux autorités d'assumer leurs responsabilités en ce qui concerne Bel-Air, un quartier qui se trouve à quelques mètres à peine du Palais national. Masse populaire, yo privé de l'école, yo privé de centre de santé, yo privé de cailles, yo privé de l'université, pas de papier pour bail. L'État réactionnaire a mobilisé, seulement nous conscients, seulement nous révoltés, seulement nous indignés, nous-mêmes opprimés, nous-mêmes exploités, nous-mêmes dominés, nous dans l'arrière contre Jovenel, nous démarche politique pour nous dire nous avec référendum, nous avec élection par occupation, nous avec élection pendant Moun Bel-Air, yo exclu l'élection ça. Alors que de nombreux citoyens ont pu jouir d'un moment de retrouvailles à l'occasion de la Pâque, ceux de Bel-Air ont connu l'enfer des règlements de compte entre bandes armées. Des familles ont dû abandonner à la hâte leur maison en raison de la fusillade. Quelques jours plus tard, tout s'est calmé, mais le climat dans la zone reste incertain. Une présence policière est remarquée au niveau du Champ de Mars et parfois même à l'entrée du Bel-Air. Par contre, les bandes rivales vont-elles frapper à nouveau? Les riverains peuvent-ils rentrer chez eux désormais? Deux questions vitales qui demeurent pendantes jusqu'ici. Toutefois, des interrogés n'entendent pas rester sur la touche indéfiniment. Quel que soit moun qui pas porter solidarité avec moun sa yo qui trouve dans une situation difficile, tant coup de ce monde tout est dit, depuis dans une situation d'injustice, ou pas prendre une position, eh bien, ou positionner aux côtés de l'oppresseur. Eh bien, nous-mêmes, pour nous pas mettez-nous dans le camp oppresseur là, eh bien, nous portons solidarité nous avec moun Bel-Air et subir répression. Tout comme la montée de l'insécurité, notamment le kidnapping, les démonstrations violentes qui ont occasionné récemment plusieurs morts dans la zone de Bel-Air, les protestataires n'entendent pas garder le silence. Ils investissent les rues de la capitale une fois de plus ce vendredi pour exprimer comme bon leur semble leur colère. Ce n'est pas la première fois que des situations meurtrières sont enregistrées dans la zone de Bel-Air. Mais comme à chaque fois, cette frange de la population haïtienne ne sait pas à quel saint se vouer. Elle est située à Saint et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le psychiatre Roger Malary affirme que l'impact des événements violents en Haïti sera énorme pour les citoyens. Outre les factures économiques, le grand banditisme, le kidnapping et l'insécurité provoquent des séquelles qui se manifesteront dans un futur proche. L'impact sera énorme sur la société dans les 5 ans. Comment que les gens peuvent se comporter maintenant? Mais il faut savoir, un traumatisme psychique à des degrés différents ou à des moyens petits ou grands degrés, à un degré très avancé, les manifestations mentales peuvent se reproduire après des années et des années. Ce n'est pas une condition sine qua non pour que quelqu'un qui a un stress énorme suite soit un kidnapping, soit un autre problème de quelque nature que ce soit, même en dehors même de cette situation actuelle, qu'on peut dire le lendemain matin ou cette semaine, la personne va avoir une crise mentale. Donc il y a la peur, il y a la frayeur, ensuite il y a la panique. Évitez toujours, dans toutes les circonstances, de ne pas atteindre la panique, parce que cela déstabilise votre système émotionnel, et c'est à partir de là vous pouvez avoir non seulement des troubles, si vous êtes fragilisé du point de vue héréditaire, vous avez déjà des parents qui ont des baisses de fonction, etc. Mais cela peut également vous fragiliser du point de vue cardiovasculaire, du point de vue, en un mot, du point de vue organique. Évitez la frayeur. Ça arrive à bien des gens qui parlent à Pétionville et puis les regarder au Carrefour. Donc, ils ne se rendent pas compte. De la frayeur, on ne peut pas trop se contrôler. Donc, ça déstabilise le système. Et pour retourner encore à la normale, ça peut se faire avec le médecin, même sans médecin aussi, ça dépend à quel degré. Cependant, vous allez avoir des séquelles dont je ne peux pas les mentionner maintenant, puisque les cas sont divers.
Si, avec ce niveau de ce que je vis depuis près de 2 ans, je aussi, ne peux même pas aller docteur. travailler dans la zone du Palais National. Les gens sont venus, se déguisent pour pouvoir se présenter à ma clinique, tout et tout. Mais je ne peux pas. Quand j'y vais, parfois, on dit, mais après auto là, mais après les yon, etc. Le temps pour me faire bac, si vous portez votre tensiomètre, vous allez voir la tension déborde. Et vous allez, si vous faites un taux de cortisol sanguin, vous allez voir mon taux de cortisol qui protège mon cœur, tout et tout. Vous allez voir, tout est perturbé. Mais ces différentes perturbations ne restent pas sans conséquences à l'avenir. Ça va avoir des conséquences. Donc, celui qui sont à la tête du pays, qui dirige le pays en général, ce n'est pas seulement une seule personne, ce n'est pas le président. S'ils avaient des conseillers techniques capables de leur dire quelles sont les conséquences pour les concitoyens, pour les citoyens de ce pays dans les 5 ans, 10 ans, 20 ans, et ceci. Si on a un potentiel héréditaire, on peut dire dans 1 an et 6 mois. On n'arrive pas jusqu'à 5 ans. D'ailleurs, j'ai commencé à recevoir certains d'entre eux aussi précocement. Ça n'atteint même pas 6 mois. Des gens qui ont subi, qui sont déstabilisés émotionnellement suite à un choc. Ils apparaissent son cas, son mort dans la rue. Ils disent apprendre lui-même, il fait bac, il frappe le monde, il court à la caille. Mais j'ai vu, pas beaucoup, honnêtement. Mais les autres, peut-être je n'aurai pas le temps de vivre pour les recevoir. Ça va être énorme. On va avoir des malades. Le nombre de psychiatres n'est pas suffisant. C'est un nombre au-dessous. Nous ne sommes pas nombreux. Et nous allons avoir des malades. Les malades vont se présenter sous des formes différentes. Il n'y a pas existé une seule forme, on fouet peut-être ou parti. Il va avoir même, on va même atteindre le stade d'impuissance sexuelle, non seulement chez les hommes, mais d'impuissance sexuelle aussi chez la femme, qui va avoir une baisse du désir. Les chocs seront énormes à l'avenir. Et en ce qui concerne les enfants qui vont à l'école, les enfants ont aussi une conscience, c'est une personne humaine, les enfants. On les détache, mais il faut toujours les intégrer. Il faut toujours penser à les amener chez un psychologue qui s'y connaît, pour voir au départ quel jeu qu'il aime, comment peut-on faire ça pour arriver à mettre un petit sourdine dans le développement ultérieur de cet enfant ou de l'être humain ou de l'haïsme. Le révérend pasteur Clément Joseph, secrétaire général de la plateforme Religion pour la paix, a démissionné de son poste et a quitté le siège qu'il occupe depuis sa fondation. L'annonce en a été faite ce vendredi par la mission sociale des églises haïtiennes dans une lettre adressée à Monseigneur Pierre-André Dumas, président de la plateforme. La Missée informe également que le religieux est profondément attristé et choqué par les déclarations qui ternissent l'image de la plateforme, d'où la raison de sa démission. La mission sociale des églises haïtiennes dit accepter et supporter la décision du serviteur de Dieu qui va accomplir 50 ans de ministère évangélique cette année. La Missée reste ouverte à déléguer un pasteur à Religion pour la paix si cette plateforme arrive à reconstruire son image, conclut cette lettre qui porte la signature du révérend pasteur Berthaud Eugène, président du conseil d'administration de la mission. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.